Bien, bonjour à tous, comme tous les vendredis sur le boucantage médiatique avec nos confrères qui ne sont pas encore tous arrivés parce que, vous le savez, il y a un gros embouteillage. En tout cas, Olivier est là, bonjour. Bonjour. Nathalie est là, bonjour. Bonjour Danick et bonjour On tous les spectateurs. attend Jacques et notre invité surprise qui sera là dans un instant. Alors, en attendant, on va rapidement jeter un coup d'œil sur l'actu. Le semi-marathon, c'était hier. Et Miss Vieux Habitants, c'est parti. Spécifique parce qu'il a été inauguré quelque part par un ancien champion de France qui nous a beaucoup conseillé à l'époque, M. Dominique Chevelier, qui a vraiment permis à cette course-là de prendre ses lettres de noblesse. Et depuis, donc à l'époque, c'était le 20 km, 1988. Et par la suite, sur une distance plus réglementaire quelque part, c'est devenu un semi-marathon, 21 km 195. Et ça nous permet bien sûr d'avoir des performances classantes qui permettent donc aux participants de qualifier sur des performances minimales, de participer au championnat de France. J'ai terminé second semi-marathon il y a 2 ans. Alors j'avais beaucoup aimé le parcours, il est très exigeant et j'avais peut-être un peu sous-estimé l'effet de la chaleur. Donc j'ai un peu faibli sur le dernier tour, sur la fin de la dernière partie du second tour. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup l'enchaînement des montées et descentes. Donc j'ai à cœur d'y retourner et pourquoi pas faire mieux. Alors moi je suis toute jeune encore, je suis espoir. Donc j'ai fait 34 minutes 46 sur 10 km en fin d'année. Et j'ai fait qu'un seul semi-marathon en Roumanie. Pour les objectifs, là je vise le podium. Et donc j'appréhende, non, j'ai plutôt hâte, oui. Après le parcours a l'air d'être assez exigeant. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais je cours quand même une centaine de kilomètres par semaine. Donc la distance me fait pas peur. C'est surtout le parcours et la chaleur qu'on n'a pas l'habitude en métropole. Le semi-marathon des Abîmes, pour moi, c'est le numéro 1 en Guadeloupe. On ne peut pas ne pas passer outre. Et puis après, comme vous l'avez dit, la ville des Abîmes, c'est la ville du sport, capitale du sport de la Guadeloupe. Je l'ai dit tout à l'heure. Et on n'a pas seulement cette manifestation. On a d'autres manifestations qu'on va suivre. Parce qu'à travers ça, nous avons des champions dans toutes les disciplines aux Abîmes. Et c'est ça, notre force. Le record de la manifestation étant 498 participants. Donc nous comptons les 500 cette année. Sachant que c'est une manifestation très prisée. Et que les Guadeloupéens l'adorent parce qu'en fait, il est en boucle et permet vraiment le samedi après-midi d'avoir un spectacle avec des invités de très bon niveau et nos meilleurs se confrontent à cette élite-là à la limite, j'ai envie de dire, une fois l'an. C'est lors de notre course, donc nous escomptons vraiment que cette année, les Guadeloupéens seront au rendez-vous et que le meilleur va l'emporter. Miss Vieux Habitants est Dalia Collet, Miss Vieux Habitants. Première dauphine, Marjorie Barul. Ça fait longtemps qu'on attendait à Vieux Habitants l'élection de Miss, mais avec un tel niveau d'organisation, je suis fier ce soir d'être le meilleur de Vieux Habitants et de participer à cette belle organisation. Je souhaite me faire entendre et proposer un maximum de projets pour Vieux Habitants. Et voilà. Et encourager les jeunes aussi à foncer, peu importe leurs défauts, d'aller et se présenter pour Miss Vieux Habitants. J'espère pour elle qu'elle va continuer. Est-ce qu'elle aime ça? Je pense que oui. Elle est déterminée. C'est notre ambassadrice. Elle doit défendre haut et fort les couleurs de Vieux Habitants, de la Côte-sous-le-Vent et puis peut-être demain matin de la Guadeloupe. Donc on va l'encourager dans ce sens. Et puis je voudrais un petit clin d'œil particulier. On a déjà dit ce soir, mais je voudrais le répéter. On n'est pas simplement dans des mots, on est dans des faits, dans des actions sur la question de l'inclusion. On le fait ce soir, on le fait samedi matin aussi avec une marche anti-valide. Donc on a mis la fête de Vieux Habitants sur la question du patrimoine, mais de la diversité humaine avec nos qualités et savoir accepter l'autre comme il est. Et donc c'est ça qu'on a cherché à faire ce soir, montrer avec valide et invalide, on peut avancer ensemble. Voilà, bien ce qu'on peut dire de l'actualité. On reviendra tout à l'heure sur le 1er mai, puisqu'il y avait un 1er mai comme chaque année. Mais en attendant tout le monde, on va commencer quand même notre tour de l'actualité de la Guadeloupe. Et on va commencer avec Nathalie, bien sûr, puisqu'elle est une femme, et c'est pour ça qu'on l'a invitée. Il y a une affaire Jimmy qui a commencé, Jimmy Pierrot. Alors, question, est-ce que tu es surprise?
Le mot surprise n'est pas adéquat, je pense pas. Voilà, quelle que soit l'affaire qui concerne ce genre d'actualité, évidemment, il y a toujours des personnes qui choisissent d'avoir des activités où elles auront un vivier. Pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Une procédure a été lancée. RCI a sorti, sa direction a sorti un communiqué en ce sens pour dire aussi qu'il y avait une enquête qui était en interne. J'espère qu'on aura les résultats. En tout cas, de toute façon, la justice, le procureur de Pointe-à-Pitre, enfin voilà, le juge d'instruction instruit l'affaire pour ne pas faire de pléonasme. Donc on attend les résultats, mais je trouve... j'ai pas envie de dire surprise, tous les jours dans le journal dans France Antilles et en correctionnel, nous avons ce genre d'affaires. Mais je suis triste dans le cadre du paysage audiovisuel guadeloupéen, évidemment, que nous soyons touchés comme ça de plein fouet. Donc oui, je suis triste, j'attends les suites et les résultats de cette affaire. Mais je voulais te poser une deuxième question avant de passer la parole à Daniel ou à Olivier. Mais en fait, les femmes sont plus aujourd'hui, parce qu'il y a MeToo maintenant, plus qu'autrefois. C'est un grand silence sur ce genre d'affaires. Mais d'ailleurs, il y a eu aussi une affaire qui a concerné un animateur sur le service public qui avait porté plainte contre ces sites de MeToo, Guyane, Martinique et Guadeloupe, qui avait réussi à les faire fermer parce que, évidemment, certaines personnes balancent des noms, des affaires, sans pour autant avoir porté plainte au préalable. Oui. Donc, lorsqu'on est touché par, dans sa chair, on est touché par des attouchements sexuels, sexistes, des paroles sexistes ou des viols, la première chose à faire, c'est vrai, c'est de porter plainte pour qu'une instruction débute. Balancer sur les réseaux sociaux parce que justement suite à cette affaire qui débute de Jimmy Pierrot, certains hommes sont la cible d'autres femmes sur ces sites et des choses qui se sont passées des fois il y a 20 ans ou il y a 30 ans où ils étaient jeunes, où voilà, ils ont commis certaines actions mais ils n'ont pas été poursuivis. Aujourd'hui on peut balancer des noms, balancer des photos et peut-être détruire la vie professionnelle, la vie sociale et la vie personnelle de certaines personnes. Donc bien sûr ces sites peuvent être là pour dénoncer, mais quand on dénonce, il faut qu'au préalable aussi on suive les règles et qu'on porte plainte. Tout à fait. De toute façon, Olivier, Nathalie le disait, pour l'instant, il y a présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence est primordiale dans cette affaire-là, dans toutes les affaires d'ailleurs. C'est aussi faut aussi donner la part à ces personnes qui dénoncent. C'est la raison pour laquelle il y a des procédures judiciaires, qu'il faut attendre les résultats de toutes ces procédures, de toutes ces affaires-là, pour qu'il y ait vraiment un dénouement, un aboutissement. C'est vrai que jeter en pâture des noms comme ça sans qu'il y ait de procédure derrière ou qui accompagne, ça peut souvent faire beaucoup de mal sans qu'il y ait vraiment un acte concret de judiciaire, un acte judiciaire concret. Oui. Alors on accueille Daniel Dumurier. Alors il faut dire que Daniel Dumurier, il est dit au Cap aujourd'hui. Mais il n'a pas toujours été dit au Cap, puisqu'il a été à Canal 10. Et même avant Canal 10, il a été autre part. Je laisse nous dire ça. Bon, merci d'être avec nous. Et vous savez, ce qui me revient, moi, c'est l'irruption à Montserrat. Oui. Donc, en fait, il a été journaliste et responsable de communication. Donc, on est bien le dossier. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Daniel. Et bon, on était en train de parler d'un sujet sensible et fragile, bien sûr. L'affaire Jimmy Pierrot. Alors moi, la question que je vais te poser, est-ce que aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, entre guillemets, qui font la loi? Entre guillemets, pour une interrogation. Déjà, merci pour l'invitation et puis bonjour à tous et à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10, une télé effectivement qui est chère à mon cœur puisque j'y ai sévi dans une autre vie. En réalité, ce sujet est effectivement très sérieux, important, celui de l'immersion des réseaux sociaux dans nos vies, mais pas uniquement pour la question qui est posée à l'instant sur
ce sujet de mœurs, ce sujet sur lequel je ne vais pas revenir, la question de la présomption d'innocence a été évoquée, la question de la protection des victimes supposées l'est aussi, et également le fait que s'il y a une suspicion, s'il y a des faits qui sont avérés, il faut qu'ils soient punis, et pour qu'ils soient punis, il faut effectivement qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit introduite. Pour revenir sur la question que tu as posée, Danick, sur les réseaux sociaux, on a vraiment... on est dans une ère dorénavant, la Guadeloupe, le monde bien sûr, mais moi je vais parler de la Guadeloupe puisqu'on est ici, a basculé dans un nouveau mode de fonctionnement où les réseaux sociaux nous dictent nos vies, ou nous dictent nos fonctionnements. On est dans une ère vraiment du tout de suite, où on attend des réponses ultra rapides, aussi rapides que peuvent l'être l'envoi d'un WhatsApp ou l'envoi d'un message ou d'un post. Cela a aussi contribué à désacraliser certaines fonctions, puisque derrière son ordinateur, derrière des réseaux sociaux, chacun se découvre une expertise où chacun est en mesure de balancer. Et il est beaucoup plus facile, le buzz créé par des réseaux sociaux va s'amplifier de façon vraiment exponentielle, là où le rétablissement d'une vérité lorsqu'il y aura des corrections à faire prendra beaucoup plus de temps, puisque comme on est dans une ère de l'immédiateté accrue, on passe au prochain sujet rapidement, quoi. Donc il y a un buzz, il peut y avoir un contre-buzz le cas échéant, mais on va zapper et passer tout de suite à autre chose. Donc les réseaux sociaux, vraiment, je pense qu'il faut... Et c'est là où... parce qu'en fait, dans des interventions que je fais dans d'autres lieux à l'université, notamment auprès d'étudiants, l'éducation aux médias est fondamentale. L'éducation individuelle aux réseaux sociaux, c'est fondamental. Cultiver l'esprit critique dès le plus jeune âge, c'est fondamental. Et réussir à comprendre que, oui, je suis désolé, je suis dans un média, mais tout ce que disent les médias n'est pas forcément vrai. La vérité absolue n'existe pas. Et partir du principe que tout média, qu'il soit un média classique comme ici Canal 10 ou le service public ou les radios ou la presse papier, tout comme les réseaux sociaux, il y a forcément un biais. L'objectivité, ça n'existe pas. Et par contre, l'équilibre peut exister dans le journalisme. Et la difficulté avec les réseaux sociaux, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, comme on est arrivé dans une ère de désacralisation de certaines fonctions, la voix du journaliste va porter autant que la voix de l'influenceur. La voix de l'animateur va porter autant que celui du simple commentateur qui a quand même un certain nombre de followers, qui n'est pas forcément un influenceur, mais qui a un aura. Donc les réseaux sociaux, c'est une nouvelle façon de voir le monde, mais qui est forcément un biais. Donc il y a un vrai enjeu d'éducation des médias, d'éducation aux médias aussi, c'est-à-dire parce qu'on en parlait il y a peut-être 15-20 ans, je me rappelle lors de vœux à la presse, où j'avais eu l'outrecuidance de dire que les médias, les réseaux sociaux, les nouveaux médias allaient vraiment diriger la façon dont l'actualité se fait. Souvent, vous, médias, vous êtes confrontés au fait que, comme quelque chose fait le buzz sur les réseaux sociaux, il faut qu'on en parle. Oui. Parce que ça fait le buzz. Non, je ne dis pas que vous vérifiez pas, c'est pas ce que je dis. Mais ça va dicter l'agenda en termes d'actualité des médias. Et donc, il y a une vraie pédagogie à faire autour des réseaux sociaux. C'est un petit peu ton avis ? Oui, absolument. Il y a une spécificité quand même en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi dans toute la Caraïbe. Les réseaux sociaux dans la Caraïbe, ce sont les médias numéro 1 parce que ce sont des problèmes de dysfonctionnement des médias institutionnels. Donc, les populations s'informent, ou en tout cas sont très connectées à leur portable, à leur 3G, à leur 4G, maintenant à la 5G. Donc, c'est une spécificité très caribéenne où on fonctionne beaucoup avec le téléphone, avec sa data. Et donc, c'est une spécificité à prendre en compte aussi dans la gestion de ces phénomènes-là. Oui, dans la gestion de ce qu'on met dans l'actualité. Et je rebondis sur ce que Daniel Dumérier disait. Oui, une fois qu'une information a fait le buzz, les gens ne la vérifient pas, ils ne vérifient pas les sources. On peut parler par exemple d'un séisme, on pense que ça s'est fait dans la Caraïbe ou juste à côté de nous, alors que c'est un séisme qui s'est fait, je ne sais pas, en Inde, en Chine ou ailleurs. Les gens ne vérifient pas l'information, mais nous, pour démonter des fois des fake news, on passe du temps à le faire. Et lorsque une information, évidemment, fait le buzz sur les réseaux sociaux, on est presque obligé de la reprendre j'ai envie de vous dire vulgairement dit, faut baba mouna samoun l'a aimé. Et donc oui, sinon on nous reproche, on reçoit des coups de fil pour nous dire comment ça, on a vu ça sur les réseaux sociaux, vous n'en parlez pas, vous avez peur, vous avez ci, vous avez ça. Donc vraiment, oui, des fois ça peut commander un peu notre orientation vers ce dont on va ça ne change pas la ligne éditoriale quand même. Non, pas du tout. Il y a des choses, il y a des choses que je ne veux pas aborder, qui passent sur les réseaux sociaux, parce
parce que j'estime voilà, qu'il faut aussi qu'on éduque notre population aux médias, mais aussi à ce qu'on peut retrouver. D'accord. D'autant plus, que certes, il y a à l'université ces cours sur les médias sociaux, les médias en général, l'éducation, sauf que dans le primaire, dans tout ce qui est l'éducation nationale, ça n'existe plus, alors qu'avant, il y avait ces formations-là. Aujourd'hui, les jeunes qui sont confrontés à ces médias sociaux, et que ça fait beaucoup de dégâts dans les classes, ne sont pas formés à l'éducation, en tout cas ne reçoivent pas l'éducation à ces informations sur les médias sociaux. Sauf en établissement privé, puisqu'ils ont justement, ils commandent des fois le bus de la région, ou voilà. En tout cas, ils commandent aussi ils nous demandent aux professionnels de venir, aux professionnels des médias, mais il y a une intervention chaque année, à chaque niveau, dans les établissements privés. Est-ce que les parents eux-mêmes ne sont pas démunis face à ça? Est-ce que les parents, parce qu'on parle d'éducation, oui, c'est vrai, c'est fondamental, mais est-ce que les parents eux-mêmes ne sont pas démunis face à la façon dont leurs propres enfants, je dis les parents d'une façon générale, généralisation étant injuste, il y a des parents qui y arrivent, mais d'une façon générale, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi d'éduquer les parents à... Mais les parents sont pas les jeunes parents, hein. Moi, j'estime qu'on a quand même un recul de 20 ans, là, sur Internet. Et je vois les parents qui avaient 25 ans, il y a peut-être une quinzaine d'années, donc ils ont des ados à la maison. Ah ben non, tout le monde est sur le portable, tout le monde échange des choses, là. Peut-être plus ma génération, quand on a passé 50 ans et plus, si on n'est pas dans les médias, si on n'est pas connecté de par notre métier ou notre activité professionnelle, c'est vrai qu'on peut être largué. Oui, mais ça va tellement vite que même si on est éduqué à ces réseaux sociaux, moi, je suis largué. Les jeunes générations ont 5 ou 6 coups d'avance. Maintenant, j'ai appris qu'on communiquait par emoji. Un emoji voulait dire quelque chose. Est-ce que ça pouvait être incriminant pour notre élève si on vous mettait un emoji, je sais plus. Je confirme, ma fille qui a 14 ans, quelquefois elle me fait des messages, on va même comprendre qu'elle dit, parce qu'elle écrit dans un langage totalement enfin, pour moi, qui est illisible, alors que pour elle, je ne sais pas, mais que je ne sais pas... Ou alors en abréviation, et c'est pour ça qu'aussi dans les devoirs, moi j'ai fait des interventions au lycée, et puis dans les devoirs, on voit que des abréviations, et on ne comprend même pas ce que c'est, puisque c'est un automatisme chez eux. C'est vrai. Jacques est arrivé, on disait un petit mot à propos des réseaux, mais on est parti sur l'affaire Jimmy Pierrot, et des retombées qu'il y a, mais Jimmy a été écarté. On m'a dit même que le directeur d'antenne aussi est écarté en ce moment. Est-ce que c'est une information qui t'a surpris? J'ai posé la question à Nathalie tout à l'heure. Oui, en fait, le résultat est surprenant parce qu'en fait, on est tellement en train de dire que ce qui se passe sur les réseaux est dangereux, qu'il faut aborder ça avec beaucoup de prudence et qu'il ne faut pas considérer que ce qu'on voit dessus est sûr et qu'il faut des enquêtes. L'inconvénient avec les réseaux, je pense que ça a déjà été dit, c'est qu'on jette quelqu'un en pâture très rapidement, avant même qu'on ait vérifié quoi que ce soit. Et une fois que la nouvelle est partie, il n'y a pas de contrôle. Le présumé innocent n'a plus beaucoup de sens. Et c'est vrai il faut se mettre aussi à la place des responsables de ces médias-là et de tous les médias en général. Si vous êtes obligé d'avoir une position, est-ce que vous devez l'avoir? Parce que juridiquement, il y a un devoir, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que c'est un devoir de prudence ou un principe de précaution? Mais est-ce que ça joue uniquement parce que des choses circulent sur les réseaux? Il y a de vraies enquêtes. Toutes les personnes ont des droits, ont de toute façon un certain nombre de cadres juridiques qui les protègent. Et là, on l'a vu, c'est pas la première fois. De toute façon, notre confrère c'est victime de ça maintenant. Mais enfin, tout le temps, on entend ça. On voit des gens qu'on ne connaît pas toujours, mais on les a accusés, leur nom est jeté en pâture sur les réseaux. Et effectivement, ils sont dans des situations extrêmement difficiles. C'est compliqué. Donc, je me dis que se prononcer sur cette base-là, c'est toujours difficile. Les gens sont présumés innocents, de toute façon. Oui, tant que ça n'a pas été condamné. Voilà. Et s'il n'y avait pas de réseau, effectivement, on n'aurait peut-être pas été au courant de ça et le directeur lui-même aurait géré ça en interne. C'est toujours pareil. Alors, le deuxième sujet, c'est le problème des sargasses, qui revient, mais cette année, c'est vraiment multiplié par 10, puisque pratiquement la Guadeloupe est sargassée. Oui, mais moi, ça me rappelle quand même 2015, lorsqu'on a inauguré le Mémorial Acte. Je me souviens que la veille, donc nous, on circule un petit peu, nous les journalistes, parce qu'on sait qu'on va être accrédité, François Hollande est présent, etc.
Donc la veille, il y a des sargasses mais dans toute la Darse, comme ça s'est passé il y a 2 jours. Là, là, ils les ont enlevés apparemment. Oui, ça y est. Donc, comme il y a 2 jours, et puis le lendemain, quand Hollande circule dans Pointe-à-Pitre, il n'y a plus rien. Plus rien. Mais c'était impressionnant. Je me souviens. Parce que ça avait commencé en 2011, petitement, et en 2015, vraiment, on était complètement envahis. Moi, j'étais en Martinique, là, en survolant, j'ai vu des nappes et des nappes de sargasses. Même à Rivière-Salée aujourd'hui. Oui, mais alors mais avant-hier aussi, ça l'était. Hein. Ça l'était aussi avant-hier. Petit-Bourg, Sainte-Anne, enfin bon, partout, on est vraiment sargassés, comme vous dites, Danick. Mais surtout, je me dis qu'avec tout ce recul, c'est-à-dire depuis 2011, on a été dans les pays de la Caraïbe, on a été chez les voisins, on sait maintenant ce que c'est les sargasses, on ne sait pas d'où elles viennent. Bon, le vent, ça tourne, les courants, etc. Mais on n'avance pas plus vite que ça. Il y a des solutions, semble-t-il, hein, Daniel. Il n'est pas expert en sargasse. Je pas des solutions. La Guadeloupe est sargassée, mais moi je suis plutôt. Il y a des solutions. Non, la Guadeloupe est sargassée, mais moi je suis plutôt agacé en fait. Parce qu'en réalité, agacé par les sargasses. Aussi par les sargasses, mais aussi par en fait le fait. On doit aussi prendre conscience du fait que la Guadeloupe, elle n'est pas isolée du monde. Ouais. On est sur un territoire qui est la Caraïbe, et la Caraïbe elle-même est sujette à ces afflux de sargasses. La cause, elle est connue, on sait d'où viennent les sargasses, on sait à peu près ce qui les provoque. Par contre, on ne sait pas prédire les échouages. Néanmoins, moi, je regrette qu'on ait parfois le réflexe de se dire que font les élus locaux, les maires, les présidents de départements, de régions, tout ça, alors qu'en fait, c'est un péril qui vient de l'extérieur et qui devrait être, de mon point de vue, beaucoup plus pris en charge par les autorités étatiques, alors qu'on laisse aux collectivités locales. Alors je ne dirais pas qu'elles font rien, parce qu'il y a eu un plan Sargasse, il y a des actions qui sont menées par l'État, mais qui sont, de mon point de vue, insuffisantes. Capaciteur de Marie-Galante est noyé. Hein. Oui, mais Capaciteur de Marie-Galante. Pas seulement cette année. Alors, il y a eu des plans Sargasse menés en place par l'État, qui sont, de mon point de vue, insuffisants dans leur contenu, dans leur principe, dans leur process, puisque de mon point de vue, c'est du retraitement de crédits qui sont utilisés par ailleurs comme la DETR et qui sont remobilisés. Bon, je la fais courte, mais dans l'appréhension aussi, puisqu'il s'agit de donner des moyens à des collectivités locales pour pouvoir faire du ramassage. Je pense qu'on doit beaucoup plus peut-être essayer, avec des moyens plus conséquents, d'essayer d'éviter les échouages, c'est-à-dire de les prévenir en mer, mais ça demande effectivement des moyens qui sont beaucoup plus importants. Et j'ai le sentiment aussi, ça c'est c'est aussi pour ça que je suis agacé, que le traitement de périls de ce type qui viennent de la mer et donc de l'extérieur, le niveau de traitement n'est pas le même lorsqu'on est en Bretagne ou lorsqu'on est en Guadeloupe. J'allais parler de la Bretagne, pour les Alpes vertes. Je suis un peu agacé pour non, on est d'accord. Mais des solutions existent. La région a fait de gros travaux là-dessus, a organisé un événement. À l'université, il y a des chercheurs qui font des recherches très abouties. Il y a des porteurs de projets individuels, des entrepreneurs qui ont des projets de transformation de la sargasse aussi. Mais la difficulté aussi, c'est de caractériser un modèle économique quand vous n'avez pas des échouages réguliers. Parce qu'ils ne sont pas prédictibles, ils ne sont pas... Voilà, donc c'est assez complexe. Donc il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas faites encore de façon suffisante peut-être, mais je pense que les pouvoirs publics sont très engagés là-dessus. Tu disais ? Non, mais simplement, moi, je confirme tout ce que disait Daniel tout à l'heure. Il faut que ça soit une déclaration de catastrophe naturelle, tout simplement, parce qu'il faut pouvoir mobiliser des moyens suffisants pour effectivement les arrêter en mer. Nous, on est passé avant-hier sur le site de la Darse qui était rempli. Il y avait un restaurateur connu, hein, en l'occurrence Samuel Damo, qui était tout seul dans son restaurant en train de regarder la catastrophe et qui nous disait qu'on avait vu arriver les filets de sargasse devant avant que ça rentre. Mais les décisions n'ont pas pu être prises à temps parce qu'on n'a pas les moyens suffisants pour le faire, pour mobiliser tout de suite et être sûr d'être remboursé. Quand une collectivité s'engage là-dedans, ce sont des dizaines de milliers d'euros. Donc il faut une déclaration de catastrophe naturelle parce que Daniel a raison, ça nous dépasse complètement. Oui. Je pense qu'on ne peut pas incriminer les je vois le cas de... Bon, j'insiste un petit peu sur la ville de Capesterre Marie-Galante, où les gens sont vraiment intoxiqués, pratiquement intoxiqués. Mais d'ailleurs, Capesterre de Marie-Galante a été quand même une des premières communes à monter au créneau en 2011 quand ils ont été envahis. Totalement envahis. Totalement envahis, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, il y a eu des montagnes et des montagnes de sargasses, comme des montagnes de sel, j'ai envie de dire, à Bonaire ou à Curaçao. Et ils étaient dépassés. Et ensuite, il y a les conséquences de ça, les conséquences sanitaires, économiques. Mais moi, par exemple, qui habitais Petit-Bourg quand ça a eu lieu, je fermais tout dans mon appartement, mais j'ai perdu le frigo, la télé, mon ordinateur.
Voilà, parce que ça attaquait les composants, de tout ce que vous aviez, comme IFI, comme petit matériel, voilà. Donc, les images qu'on voit là, par exemple, ce sont des images du port de Capesterre de Marie-Galante. C'est des travaux qui sont faits par le département, Charlotte Thomas-Chapelle. Mais concrètement, c'est pas, on a l'impression que c'est, comment dire, que le chalet de l'eau en panier, quoi. Oui. On dépense des milliers et des milliers d'euros pour enlever les sargasses. Après, il faut les épandre. On est même embêté on les met sur un terrain. On les met sur un terrain. On est même embêté par les structures comme la DL parce qu'ils disent non, il faut faire des couches de 5 cm. Voilà. Il y a tout un protocole pour les étaler, donc c'est très complexe, mais voilà, c'est chalet de l'eau en panier. Concrètement, il faut passer à un autre panier, mais vraiment. Voilà, 12h59, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on a encore des sujets. On va parler du match de l'Agroparc et l'usine centrale. Qui va gagner? C'est une question que je pose. Et on parlera du 1er mai et du conglomérat. Du 1er mai ou du conglomérat, je ne sais pas lequel. Qu'est-ce qui est l'actualité? 12h59, tout de suite, on se retrouve. De retour sur le plateau du BMG. Jacques Dankali là, bonjour. Bonjour. Jacques Dankali là. Bonjour à tous. Oui, il est là. Olivier Lancien est là, oui. Nathalie est là. Oui, bonjour. Bonjour. Daniel Dumurier est là. Oui, il est là. C'est l'invité surprise. C'est l'invité surprise. Volontairement, on n'a pas fait de fiche cette semaine. Bon, alors, d'abord, un petit coup d'œil sur la presse, très rapidement, avant de continuer. Alors, on commence par... France Antilles, comme d'habitude. Eh bien, France Antilles, on a sorti... les campeurs devront payer à Boisjolant. Oui, parce qu'il y a une visite à Boisjolant et il y a un projet d'organiser le camping, puisque les plages étaient fermées jusque-là. À Pâques, on ne pouvait pas, par exemple, camper à Boisjolant, mais il y avait de sérieuses mauvaises conséquences ces dernières années. Donc là, il y a un projet. Et on demandera aux campeurs, ils devront payer pour une place à Boisjolant. Donc on revient là-dessus dans notre dossier du jour. Juste un petit mot quand même, puisqu'on parle de Boisjolant. La guerre des bâtisses continue ou bien c'est arrêté? Mais ils ne sont pas en guerre, ils sont frères. Ils sont pas en guerre. Ils sont pas en guerre. C'est les gens qui interprètent. Et puis, pareil, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Mais bon, il faut vérifier ces informations. Mais en tout cas, non. On a eu quand même vent ces dernières semaines. Il y a 2 listes de bâtisses quand même. Il y aura 2 listes. Oui. Mais le sortant... fusionner au second tour, d'accord. Voilà. C'est le plan. Deuxième sujet, nouvelle semaine peut-être, non? Non. Alors, justice pour un 1er mai de salut martiniquais. Bon, Martinique, c'est pas tout à fait comme en Guadeloupe. Il n'y a pas une grosse unité. Il y a plusieurs 1er mai en Martinique. Notez le journal le plus ancien, on le dit. On continue. Sargasse, le rat. Oui, bien sûr. Le rat de marée. Le rat de marée. Oh, c'est bien trouvé. Un petit article. J'ai lu l'article. Bon, il dit à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Daniel disait. Et enfin, nouvelle semaine. Ah, on l'a pas. Alors, c'est vrai, c'est arrivé en retard. Alors, je vais le présenter. Alors, vas-y. On commence les commémorations. Ça va être le mois de mai des mémoires, avec beaucoup de manifestations. Donc, il y a un gros dossier, d'ailleurs, qui n'est pas dans ce numéro-là, parce qu'on ne l'avait pas encore reçu, sur Fonds Famille. Et on a, surtout cette semaine, un article très intéressant sur Cara Walker, sur l'exposition qu'elle fait au MoMA à San Francisco, et que j'invite à lire, qui a été écrit par Lauréat Masson, mais c'est un très bon article. Et ça nous permet de rentrer avec une belle collection sur la période de commémoration qu'on va vivre. Alors c'est vrai que le mois de mai en Guadeloupe, il est exceptionnel. On le sous-titre ou on le baptise le mois des mémoires. Oui. Donc pendant tout ce mois, moi j'aimerais justement que les gens aillent dans les manifestations organisées par soit les collectivités, comme Fonds Famille par le département, mais que ce ne soit pas les mêmes. Parce que finalement, ceux qui sont attachés à la tradition, à la mémoire, à l'histoire de la Guadeloupe, on retrouve un peu les mêmes. J'aimerais bien que les parents, ils y aillent. Ce sont des manifestations qui sont gratuites. Amenez vos enfants, allez vous réapproprier l'histoire et l'apprendre. Parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et puis chaque année, je découvre aussi de nouvelles choses. Donc on dit qu'il faut connaître son histoire pour avancer. Mais je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes sur ces manifestations. Alors que vraiment, elles sont riches et il y a plein de gens qui sont engagés. Il y a 2 mai quand même en Guadeloupe. Mai 1802. Et l'autre, c'est quoi? Personne ne sait.
Daniel. Mais 67. Mais 67 quand même. Oui, ah, quand même. Ah, d'accord. Oh non, je pensais En pas que c'était général, ça. on s'arrête à 1800. Ah non, on s'arrête pas. Non, ou alors non, peut-être à 67 et pas à 1802, hein. Mais le Je 27, trouve. en tout cas, on en parle. Le 27, on en parle. Non, non, mais on en parle. J'ai vu un petit. Il y a une manifestation qui est prévue d'ailleurs, avec 3 livres sur 1067 qui sont. Éditions Jazor, Bien, tout à 2 fait. petits mots quand même avant de passer au revenu à la Guadeloupe sur les 100 jours de Trump. Daniel. Il rétropédale. Il rétropédale, vraiment. Je ne sais pas Question si... difficile, mais bon. Non, enfin... Le monde est en bouleverse. Oui. Et on voit l'émergence de cadors qui sont, et on le voit de plus en plus évident, pilotés peut-être parfois comme des marionnettes. Les 100 jours de Trump, c'est déjà 100 jours de dégâts, j'ai envie de dire. C'est effectivement la volonté de faire émerger une sorte de nouvelle Amérique avec une nouvelle volonté d'être l'engendreur du monde et en même temps d'être tributaire d'autres forces qui sont émergentes à l'échelle de la planète. Je crois que le plus important, c'est que ça risque d'exacerber les extrêmes et faire en sorte que le rapport à la politique crée une sorte de tension ambiante, une sorte un climat un peu anxiogène qui fait que les gens vont se recentrer sur eux-mêmes et être plus clivants et parfois versés dans les extrêmes. Donc, je ne pense pas que ce soit 100 jours positifs à l'échelle du monde, mais j'ai envie de rassurer aussi les uns et les autres en disant qu'on doit prendre confiance en nous, en tout cas nous sur ce territoire, et se dire que le monde est en bouleverse, les choses avancent, mais que nous, on doit aussi évoluer et saisir la chance que nous avons de définir mieux notre avenir. Je vais le dire comme ça de façon édulcorée, mais l'idée c'est que l'avènement de Trump, c'est sûr que ça bouleverse les consciences. Il y a encore 3 semaines, un mois, tout le monde se disait oui, mais on est à l'aube d'une guerre mondiale, on va avoir un conflit, ce qui n'est pas exclu dans l'absolu, mais qui n'est pas non plus avéré dans la réalité. Et je pense qu'il faut tirer profit de cette ambiance globale pour se dire ok, mais et nous, que faisons-nous? Mais cela dit, aux États-Unis, la situation ne s'est pas améliorée économiquement, hein, contrairement à ce qu'ils pensaient. Il y a même un recul de 0,3%, je crois. Oui, le chômage a recommencé à augmenter aux États-Unis, alors que depuis Joe Biden, le chômage était en train de reculer la situation de l'emploi s'améliorait aux États-Unis, le chômage est reparti à la hausse, les chiffres économiques ne sont pas bons. Mais au-delà de cet électrochoc Trump, Donald Trump était en train de transformer les États-Unis à la mode russe, avec il est en train de creuser le fossé entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas assumer, et mettre en place des oligarques américains qui vont contrôler un peu les États-Unis et qui feront la pluie et le beau temps sur le monde. Dans Fonsanti, alors c'est un petit peu ce que Daniel disait. Dans le monde. Oui, voilà. Oui. Non, Fonsanti, oh là là, quel lapsus le monde. C'est un beau lapsus. Un gros lapsus, vraiment. Le monde, un monde incertain et inquiet. Et à l'intérieur, il y a un article sur Elon Musk. Pratiquement, il est parti ou pas? Non. Il veut partir. Il veut partir. Voilà. Bon, enfin, il est moins visible hein, en ce moment. Il est moins visible, mais comme là, on apprend aussi que le responsable de la sécurité de l'armée, a été congédié. Aussi, donc voilà. Donc Daniel disait que le monde est en bouleverse. Info Intox. Info comme. Oui. Mais que aussi ce que Trump a fait pendant ces 100 jours un peu catastrophique, le boomerang revient. Ouais. Et, la Chine était à combien? Il a dit 125, c'est ça? 145 55 et les Chinois ont répliqué 125. Non, franchement, c'est un match un peu bizarre. Bien, alors justement, on va parler d'un match qui nous concerne beaucoup. Qui n'a pas entendu parler de la Goupark? Les médias, non, quand même, on a entendu parler. Quand même, oui. Oui. Ça fait combien? 5 ans? Je ne sais pas si ça fait pas plus, parce que 5 ans, c'est la Covid. Est-ce que ça n'a pas commencé avant? Avant, oui. Bon, le projet avance quand même. Le projet avance. Hein. Alors, vous voulez mettre en concurrence l'Agroparc et l'usine centrale? Alors, le problème qui se pose, je le pose tel que je l'ai vécu avec des agriculteurs, c'est que le monde agricole n'est pas prêt, réellement. Et tous les agriculteurs que j'ai vus me disent c'est la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que l'usine centrale, c'est pour essayer de regrouper un petit peu le monde agricole de la Grande Terre. Et le monde agricole de la Grande Terre n'est pas organisé. Et l'Agroparc, c'est le monde, l'agro, les agro-transformateurs. Et là aussi, je sens bien que
ces deux structures vont fonctionner, mais avec qui? C'est ça la question. Oui, mais peut-être, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être que ces deux structures se mettent en place et on pensait que ça allait motiver les agriculteurs à fournir plus, justement. Oui. Alors, ils ont peut-être un peu peur parce qu'ils voient l'ampleur ou l'envergure des projets, mais il faut rentrer dedans. Oui. Si on ne fait jamais, on se dit que c'est la charrue avant les bœufs, mais c'est qui la charrue et c'est qui les bœufs? Mais oui, mais il y a un problème qui se pose, c'est que nos productions locales, est-ce qu'elles sont suffisantes pour alimenter ces deux structures de façon permanente? C'est ça la question. Aujourd'hui, on a de jeunes agriculteurs qui sont performants, qui font de grosses études dans l'agriculture, dans l'agrotransformation. L'autre jour, j'ai vu un débat sur Guadeloupe la première avec un jeune agriculteur qui a investi... je ne sais plus moi, 200 000 ou 300 000 euros pour des machines, pour mener à bien ses projets. Donc ça veut dire que les jeunes agriculteurs aujourd'hui, ils ont non seulement le bagage donc il faut bien des projets et des structures d'envergure pour les recevoir et recevoir tout ça. Donc tu es optimiste? Moi je suis très optimiste. Non, juste pour rebondir sur ce que disait ma consoeur, est-ce qu'il faut tout attendre du politique aussi? Alors, le politique met en place des éléments, des choses, mais c'est aussi au privé, aux agriculteurs, au monde économique, à impulser des choses. On attend beaucoup sur le politique, on attend beaucoup de l'État, de la région, du département, des communes, mais quand est-ce que ça se structure réellement pour impulser quelque chose qui vienne vraiment du territoire guadeloupéen? Alors, les collectivités sont là pour gérer, organiser, mais on peut faire sans les collectivités, on peut impulser quelque chose sans les collectivités et proposer aux collectivités des choses qui sont en place. Comme dans le cadre de la souveraineté alimentaire avec KBM, il a proposé. Oui, non, mais le problème, c'est les deux projets, Agroparc et les centrales, ce sont deux beaux projets, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais le problème, c'est la structuration du monde agricole aujourd'hui, c'est ça. Mais il y a eu d'ailleurs un projet aussi, porté par le conseil régional à l'époque, derrière le vélodrome, il y a ce fameux projet de marché. Le marché régional. Oui, mais qui finalement est un peu morné. Mais ce qui se passe, c'est que la dernière fois, il y a eu un papier avec Harry Archimède sur le président de l'Union, sur ce qu'il appelle l'autarcie alimentaire. Il démontre qu'on peut être à 75%, on pourrait se suffire avec un peu d'organisation. Ce qu'il faut mettre en face, et là, Olivier a tout à fait raison, ce qu'il faut mettre en face de ces projets qui sont portés par les collectivités, c'est l'insuffisance d'organisation de la filière agricole. On voit bien que c'est très facile de dire oui, mais on n'est pas prêt, on n'a pas fait, mais qui devait être prêt? C'est qui devait faire? C'était eux. Donc on a vu lors des dernières élections, d'ailleurs à la Chambre d'agriculture, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de dissensions. Voilà, il y a beaucoup de dissensions, on n'est pas d'accord sur la manière de faire, alors que, et là, Daniel le disait tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on est sous ce projet-là, l'usine centrale, plus Agroparc. Ça fait un bout de temps que ça dure, on sait que ça va venir. Ça a pris du temps, mais on sait que ça va venir. On n'a pas vu en face de vraies organisations. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont prêts, qui veulent faire. Mais en termes d'organisation, je crois que les structures qui sont en charge de cette organisation-là n'ont pas pu ou n'ont pas su, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas... on n'a pas pu organiser. Voilà, on n'a pas pu organiser la filière et on le voit pour les élections, ça se passe comme à la Chambre des métiers ou comme dans n'importe quelle élection municipale. Donc on voit bien que c'est extrêmement difficile. Mais effectivement, ces projets-là peuvent avoir aussi un effet d'entraînement. Il faut dire, maintenant que c'est ouvert, ils ne pourront pas dire il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'on va faire avec nos récoltes, etc. Bon, il faudra bien fournir. Alors, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. La formule utilisée, jardin nous passe bateau. C'est ça, voilà. C'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs, mais enfin, une fois qu'on a la charrue, il faut bien mettre les bœufs. Maintenant, il est un peu trop tard, on ne va pas les revendre. Alors, moi, je ne pense pas que c'est un risque qu'il y ait ces deux structures. Je pense que c'est une chance. Et je pense qu'il en manque même d'autres. Parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, en 2025, 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'ailleurs ce que le président Osborne a évoqué dans plusieurs de ses interventions, c'est de faire qu'à 10 ans, on puisse inverser cette tendance. Et je pense véritablement que c'est possible. Et des structures comme l'usine centrale, comme l'Agroparc, comme un tiers-lieu nourricier, qui est un projet porté par le département qui va voir le jour, du coup, en Nord-Bastère, autour de la Ramée. Ce sont des projets qui sont structurants et qui ont vocation, justement, à améliorer l'offre. Mais
ils ne sont pas suffisants à eux seuls. Il faut améliorer l'offre en ayant effectivement des lieux qui permettent aux producteurs d'écouler leur production, des lieux qui permettent aux producteurs d'avoir aussi des conditions de production qui soient améliorées. On est suffisamment ouvert au reste du monde pour voir qu'il y a des choses comme les fermes symbiotiques, les fermes verticales, qui sont des process innovants que l'on peut déployer sur le territoire. Et pour paraphraser ce que disait Harry Archimède, Jacques citait Harry Archimède justement, qui dit qu'il faut des démonstrateurs. En réalité, il faut des entités qui soient véritablement des exemples en termes de modèles. Je pense que les usines centrales peuvent être un démonstrateur pertinent. Je pense que AgroPark peut être un démonstrateur pertinent. Je pense que demain, le tiers-lieu nourricier qui verra le jour à la Ramée sur à peu près 23 hectares sera aussi un démonstrateur. Mais il faut à côté, effectivement, ça a été dit, structurer davantage les filières. C'est un travail qui a commencé, qui doit se poursuivre, qui doit être intensifié. Mais il y a aussi surtout un problème d'éducation des populations qu'il faut. Parce que si on consomme 80% de produits importés, c'est aussi parce qu'on a des habitudes de consommation. Ça veut dire qu'il faut relancer des campagnes permettant de démontrer l'intérêt de consommer local, de démontrer l'intérêt peut-être parfois à des coûts qui sont un peu supérieurs, l'intérêt malgré tout de consommer local. Il faut éduquer la population. Justement, on a commencé ça en 2009, quand on a eu la crise sociale. Lorsque il y a eu les grèves, par exemple, des dockers et que rien ne rentrait, on a commencé ça. Voilà, et tout de suite, on a changé notre façon de consommer. On sait le faire. Là, je vois, par exemple, le département qui, dans les collèges, lance des jardins. Jardins en nous. Mais justement, l'éducation aussi, elle passe par là. Elle passe par nos enfants qui vont après peut-être motiver leurs parents, mais par les enfants, si dès le départ, on leur donne l'habitude de consommer local. Et surtout, consommons en saison. On a arrêté de faire ça aussi. On veut tout manger à tout moment de l'année. Non, recommençons ça, parce que dès qu'il y a un problème, dès que le pays est fermé, on arrive à le faire. Donc on n'est pas éduqué pour changer nos modes de consommation. Non. Alors, je vais vous poser une question à tous. Qui connaît Nouvelle Voie? Nouvelle Voie, l'audio? Non, ben non. Oui, pour le fruit à pain. Nouvelle Voie, fruit à pain, Sainte-Rose, la fête du fruit à pain. Ils font un travail extraordinaire sur le fruit à pain. D'ailleurs, il y a une chronique ici tous les 15 jours qui s'appelle l'Instant fruit à pain. Et avec la CNBT, ils ont commencé à éduquer nos enfants à remanger, à découvrir, même pas à remanger, à découvrir le fruit à pain dans toutes ses. Mais il y avait un auteur, il y a un monsieur qui avait sorti un ouvrage sur le fruit à pain, parce qu'on peut le manger en soufflé, on peut le manger en frites, on peut donc c'était déjà Il y a un musée du fruit à pain qui existe et qui va d'ailleurs prendre une dimension différente. Il y a porté par Nouvelle Voie. La journée du fruit à pain, c'est le 26. C'est Nouvelle Voie qui l'organise. C'est Nouvelle Voie qui organise ça. Il y a ce fruit à pain qui doit être mis en avant, mais quand vous allez dans les supermarchés, moi je vois des sachets de fruits à pain déjà découpés qui viennent d'Amérique du Sud. Mais oui, mais on est en train d'organiser la filière. Ils sont justement, peut-être qu'avec les îles centrales, AgroPark, demain le tiers-lieu nourricier, peut-être qu'on pourra remplacer ce type de produit-là, parce que je ne suis pas convaincu que ce sont des produits qui sont nécessairement très coûteux. Il y a la Socapec qui fait un travail très important au niveau de Petit-Bourg, mais qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Il y a d'autres structures qui essaient de rassembler les agriculteurs et pour aller davantage vers la transformation, l'agro-transformation, mais il faut structurer véritablement toutes ces filières et en parallèle éduquer les populations et faire en sorte que l'offre rencontre la demande. En fait. De toute façon, si c'est là, moi c'est ce que je vais acheter. Je préfère acheter à 1 ou 2 euros plus cher, mais que ce soit de chez moi, puisque comme tu dis, ça va remplacer les gens qui nous envoient le fruit à pain qui est conditionné, ou même des racines. À un moment aussi, par exemple, on a des petits dombrés aussi qui sont conditionnés. Donc une fois que ce sera là, on va aussi le consommer. Alors, juste un petit insert comme Daniel, on va en profiter, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, au niveau culturel quand même, qu'il y a un boostage qui se fait du côté du conseil départemental? Oui, bien sûr. Par rapport à la région, je ne sais pas par rapport à la région. Mais de toute façon, c'est pas leur mission non plus. C'est pas des compétences, c'est une question de compétences. Bien sûr, c'est une question de compétences. Le département est compétent. Je refuse de verser dans la compétition, la concurrence ou la comparaison entre deux collectivités parce que c'est vraiment pas salvateur. Non, très sincèrement, je pense que chaque collectivité, que ce soit les communes, la région, le département, les EPCI ne sont pas une collectivité, mais des établissements publics,
le champ de la culture est quelque chose qui intéresse l'ensemble des collectivités parce que ça concerne les Guadeloupéens et parce que la culture, effectivement, c'est quelque chose qui verticalise un peuple. C'est vrai que le président Losbar, depuis son arrivée, il l'a dit, il le répète, a indiqué que le champ des industries culturelles, de la culture, c'est un marqueur fort de sa mandature. Donc effectivement, ça se voit. Mais au-delà du fait que ça se voit, il y a des choses concrètes qui sont faites derrière par la collectivité. Mais je pense pas que la collectivité le fasse en ayant la volonté d'être dans une comparaison. On n'est pas dans la concurrence. On est en compétition avec nous-mêmes pour faire toujours être la meilleure version de nous-mêmes. Des fois, on a des affinités. Peut-être que le président Losbar, quand il arrive, voilà, pour lui, la culture, c'est important. Oui, la culture, le sport, pour lutter contre l'oisiveté des jeunes, ou les placer quelque part, pour peut-être qu'on peut repousser la violence dans les établissements scolaires, mais aussi dans nos quartiers, dans nos communes, parce que justement, on va occuper les gens, mais on va aussi leur apprendre d'où ils viennent. J'ai entendu parler, oui, il y a oui, bien sûr, mais on l'a aussi. Mais j'ai entendu parler tout à l'heure d'une manifestation, enfin, on a mis à l'honneur Christine Aigle, savoir sa vie, d'où il vient, comment ses enfants ont été élevés dans l'agriculture. Ils n'avaient pas le droit d'aller regarder le carnaval ou de vivre le carnaval. Voilà. Donc il y a aussi une éducation, mais il faut aussi savoir quelle est notre culture. Moi, je suis au sein des cuisinières, j'ai grandi avec elles, mais peut-être que ça m'a empêché de faire des conneries. Ça, c'est notre culture et notre tradition. Ça verticalise et ça structure. Donc voilà, donc ça aussi. Donc si le président Losbar, il a des affinités avec la culture, il s'est entouré de ça, et c'est vrai que ça a boosté, mais quelque part, il voit aussi que plus on en fait, plus on en met, et bien plus ça recule la violence. Et puis la culture et le spectacle vivant, ce qu'un peu pompeusement on appelle les industries culturelles et créatives, sont un véritable vecteur de développement économique. Et c'est vrai qu'on a un foisonnement d'idées, d'activités, d'actions, d'acteurs culturels, d'associations. On bat la Martinique en matière culturelle. Hein. Oui, mais ce qui manque à tout cela, c'est vraiment d'articuler une structuration. Et on lance d'ailleurs au département un schéma départemental des industries culturelles et créatives pour se dire que région, département, EPCI, communes, acteurs associatifs, acteurs culturels, professionnels, quelle est la vision qu'on se donne à 10 ans de la structuration de chacune des filières et comment on se met ensemble pour véritablement structurer tout cela. Donc, je pense que la culture, c'est pas simplement... On a toujours une vision un peu saltimbanque de la culture, entertainment, alors que c'est vraiment structurant, ça structure un pays et c'est vraiment des choses qui... Alors, je veux juste rajouter quelque chose à ce que disait Daniel, c'est que on a parlé tout à l'heure d'agriculture, dans les habitudes aussi d'alimentation, etc. Ça a des conséquences économiques terribles aussi, tout le comportement des gens. Si on veut amener les gens à consommer local, à avoir des comportements plus responsables, à avoir des comportements santé aussi, on sait que c'est extrêmement important. Actuellement, la manière dont on mange, les conséquences de la santé, la culture peut jouer un rôle fondamental. Ça n'est pas uniquement limité, comme tu disais tout à l'heure, à l'entertainment, si on en parle le mot anglais, mais la réalité, c'est que c'est aussi un moyen pour faire passer plein d'autres messages et pour mobiliser les gens autour de choses importantes. Le carnaval, on voit bien le rôle que ça joue. Hein. C'est le message dont tu parlais tout à l'heure, parce que manger un nous pas si bateau, ça commence avec les frères Gernidier, et il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui on parle on veut aller vers la souveraineté alimentaire, et eux ils ont commencé par ça. Donc même la les groupes culture au carnaval, par exemple. Deux petits mots sur M. Start quand même, parce que c'est un projet que tu connais bien et que nos confrères et consoeurs ne connaissent pas suffisamment encore. Alors, pour le pitcher rapidement... J'ai dit deux petits mots. Deux petits mots, c'est ça, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, Start, c'est un prétexte, je vais le dire comme ça, pour expliquer et démontrer que les industries culturelles et créatives dont je parlais tout à l'heure sont un sujet qui peut être vecteur de développement économique et qu'on peut avoir une démarche professionnelle dans le domaine de la culture. Le principe, c'est quoi? C'est 5 disciplines: la danse, la musique, le théâtre, l'audiovisuel et le cinéma et les arts visuels. Un appel à candidature pour les jeunes de moins de 30 ans qui ont un talent et qui veulent devenir professionnels dans ce domaine. Dans chaque discipline, il y a un jury composé de 5 à 6 professionnels guadeloupéens et qui vont auditionner. Alors, il y a 200, on a arrêté la date limite des candidatures, c'est le 30 avril. Donc, on a 220 candidats à l'heure actuelle. Il va y avoir des auditions à la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, donc chacun des jurys va déterminer quels sont les 5 finalistes qui vont ensuite être en finale à la fin du mois de juin. Et on déterminera un lauréat dans chacune des disciplines. Le lauréat va bénéficier d'un accompagnement de 10 000 €, mais surtout d'un accompagnement à son projet professionnel. C'est-à-dire quelle immersion dans une école
de renom correspondant à son projet professionnel et quel accompagnement, c'est le troisième volet, sur avoir un peu une boîte à outils de ce qu'est le b.a.-ba de la culture. Parce qu'on peut avoir du talent, on peut vouloir se professionnaliser, on doit savoir comment s'entourer, on doit savoir c'est quoi les droits voisins, c'est quoi les droits d'auteur, enfin bon, toute une série. Le projet Start, en fait, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut structurer la culture et qu'on peut avoir du talent et en faire, à condition de travailler, bien sûr, et de savoir s'entourer, en faire son métier de base. Il nous reste 2 minutes pour parler de conglomérat du 1er mai. Lorsque j'ai entendu justement ce nouveau conglomérat, c'est-à-dire que c'est une association, un regroupement de plusieurs syndicats, mais surtout d'anciens syndicalistes qui étaient ailleurs et qui avaient envie d'une autre méthode. Donc moi, j'attends de voir, voilà, j'attends la suite et je me dis qu'on n'est pas obligé de les enterrer ou leur dire ah oui, pourquoi vous êtes sortis de là, non. C'est le terme qui est un petit peu choquant, conglomérat, parce que les gens savent que ce que alors qu'un créole, vous donnez de conglomérat avec un cas. Avec un cas. Non, c'est tant mieux qu'il y ait ce nombre d'organisations, une pluralité d'organisations syndicales, parce qu'il y a aussi le revers de la médaille où il y a des salariés qui souffrent. Oui, c'est vrai. Oui, moi, j'ai pu discuter avec l'une des personnes qui est à l'initiative. Un conglomérien? Oui, un conglomérien. La réalité, c'est qu'il faut effectivement répondre à d'autres besoins. Je crois que le JTG, on peut le dire, beaucoup viennent de ce syndicat-là, mais tous disent effectivement que ils étaient dans des démarches qui étaient connotées peut-être politiquement ou autre, et qui veulent se concentrer sur de l'action syndicale pure ou qui veulent répondre aussi à des besoins spécifiques. Et je me dis que c'est un enrichissement. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. C'est un peu lorsque vous avez des associations, alors il y a une nouvelle qui est créée. En général, elle porte toujours le même message. La seule chose qui me gêne un peu, c'est la collaboration avec le patronat. En fait, j'ai trouvé ça un peu... C'est pas action lapsus. Ouais, d'accord, parce que... On m'a dit que c'est un lapsus. Il a rectifié hier, mais sinon... Tu savais, conglomérat? Oui, je savais, mais pour moi, c'est la marque de la vitalité d'une démocratie. Oui, si le mouvement syndical décide d'évoluer, de se structurer différemment, il faudra voir les résultats après et on pourra juger sur pièce. C'est à suivre. Pas par anticipation, c'est à suivre. C'est bien parce que c'est une proposition, enfin juste un dernier mot, une proposition parce qu'il y a des gens qui ne se syndiquaient plus. Donc peut-être que ça va relancer aussi la vitalité du syndicat. Parce qu'il y a un syndicat qui s'est créé dans le secteur pétrolier aussi. Oui, aussi. À côté de l'UGTC. C'est les anciennes de l'UGTC d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une crise du mouvement syndical. Il y a quelque chose qui se passe. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci. J'espère on ne va pas retrouver Daniel souvent. Si vous m'invitez, je viendrai. Pas de problème. Vous m'avez invité, je suis venu. Si vous m'avez invité, il a des choses à dire, il faut le réinviter. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain. Et là, tout de suite après, je reçois Manixia Antiteka, Madame Boss et Francesca Festful. On va parler d'une manifestation de mémoire, justement, qui se fait aux Abîmes. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h37. Nos deux dernières invités sont là. Manixia Antiteka, bonjour. Bonjour, Danick. Chroniqueuse du ZCL et en partance. C'est ça. Et Francesca Festful, bonjour. Bonjour, Danick, bonjour aux téléspectateurs. Et délégué à la culture à Ville des Abîmes. Pourquoi? Parce que c'est le mai de mémoire aux Abîmes. Il y a une grosse manifestation qui commence avec un livre, je le sais, parce que j'ai lu le programme. Alors, deux petits mots sur... Non, on va commencer avec Madame Festful. D'accord. Madame Festful, merci d'être là avec nous. Et le mai des mémoires, c'est chaque année, on fait ça aux Abîmes maintenant. Oui, alors, depuis 2008, avec l'arrivée d'Éric Jalton aux responsabilités, on a compris qu'on a vu que 2008, que le mai des mémoires a pris une nouvelle tournure. Alors, c'est tout le mois de mai qui est mis à la disposition de la population pour découvrir, pour connaître. L'objectif, c'est de faire connaître, c'est d'éduquer, et de faire, on va dire, songer. C'est songer, pas oublier. Et pour qu'on n'oublie pas, il faut des événements marquants. Donc, pendant tout le mois de mai va être ponctué d'événements qui vont intéresser le public, le concerner, l'inviter à venir entendre. Et quand je parle de public, des plus jeunes aux plus âgés.
Et bien sûr, quand on a le mai des mémoires, il faut tambouler quand même. Oui, alors le mai des mémoires va démarrer le 2 mai avec un Léoz et va se terminer le 30 mai. C'est ce soir. Oui, et va se terminer le 30 mai avec un Léoz. Alors ce soir, c'est l'association Milidé qui organise un Léoz avec les grands du Goka. À savoir Armand Chéron, Willem, Jean-Louis, tous ceux qui gravitent autour du Goka de manière intensive sur le territoire. Alors, il faut dire bien, le mai des mémoires se fait où exactement? Parce que le monde qui Bastia, il va connaître des abîmes des fois. Alors, dis-leur où, si quelqu'un de Bastia ou de passage, il veut aller, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le mai des mémoires se déroule, on va dire, sur tout le territoire. Mais nous avons ce soir, le Léoz, c'est sur le monde de la mémoire. Le monde de la mémoire, oui. C'est un lieu que tout le monde devrait connaître. C'est un lieu mythique maintenant. Oui, symbolique, oui. Qui se trouve derrière l'hôtel de ville, oui. Avec l'image le montre bien, la photo le montre bien. Les livres de la mémoire portent les noms des personnes déportées en Guadeloupe, parce que nous n'utilisons pas le terme esclave. Hein. Ce sont des personnes déportées d'Afrique qui ont vécu sur le territoire des abîmes, eh bien, qui peuvent trouver leur nom sur les livres. Alors, quand les gens viennent dans les Léoz, enfin, viennent sur le monde, il y a des gens qui cherchent leur nom et qui ne le trouvent pas. Oui. Alors, il faut savoir qu'on peut habiter les abîmes et ne pas trouver son nom sur le livre, parce que la famille a pu aller ailleurs, mais il y a des gens aussi qui n'habitent pas les abîmes dont les noms sont sur le livre. Donc, il faut savoir que les personnes déportées se déplaçaient. Ils n'étaient pas tout le temps au même endroit, donc on peut les retrouver un peu partout. Par exemple, moi-même, mon ancêtre, je le retrouve à Saint-François. Carrément. Oui. Oui. Mais moi, j'ai immigré aux abîmes. Alors, non, enfin, c'est pour rire. Mon ancêtre se trouve, moi, au Moule, comme tous les Angonistes, alors que je suis de Bastia. Voilà, donc ils se sont déplacés, ils sont allés un peu partout. Ouais. Et donc ce soir, c'est l'ouverture du mai des mémoires avec le Léoz sur le monde de la mémoire, avec tous ceux que j'ai cités. Ensuite, nous avons le 10 mai, une mise à l'honneur des tambouillés. Alors, les tambouillés, ce sont des personnes, des artistes, quelquefois internationalement connus, mais qui ne sont pas tellement reconnus chez nous. Donc, l'année dernière, nous en avons mis à l'honneur 5. Cette année, 5 ou 6, on les met à l'honneur pour les faire connaître. Il faut les mettre en lumière. Ce sont nos tambouillés, ce sont nos représentants. Ils représentent notre musique. Et ensuite, ça, c'est le 10 mai. Le 17 mai, nous avons le Salon des auteurs. Le Salon des auteurs, nous sommes à la 3e édition. Troisième édition. 3e édition, le Salon des auteurs, avec comme parrain Roger Thompson. Oui. Et c'est l'occasion pour nous de mettre en lumière nos auteurs. Alors, évidemment, il y aura exposition de livres, exposition Et ça fait où ce salon, toujours au même endroit? Alors, en face de la maison de l'enfance, voilà. le gymnase Céligny. Céligny. Voilà. Donc, nous allons mettre en lumière nos auteurs. Et je dis souvent que nous sommes un peuple en construction. Donc, tout ce que nous avons, tous nos matériaux, nous devons les prendre à bras-le-corps et les mettre ensemble parce que nous avons nos auteurs, nos écrivains, nos artistes, musiciens, danseurs. Il faut que nous prenions compte de toutes ces personnes-là, que nous les mettions ensemble. Ce sont les matériaux qui nous permettent de nous construire parce que le peuple guadeloupéen est en construction. Et dernière date importante? Alors, le 22 mai, c'est l'hommage aux aïeux pour les enfants des écoles et des collèges qui vont écouter ce qu'on va leur expliquer parce que les enfants, et c'est vrai que la question des mémoires n'est pas tellement à l'ordre du jour chez les adultes, à fortiori chez les enfants. Ils en connaissent un peu, mais ils ont besoin d'avoir des explications. Donc le 22 mai, c'est l'hommage aux aïeux pour les enfants. Et le 23 mai, c'est la grande manifestation que nous connaissons, la marche de la mémoire, qui part d'Ignace. C'est un déboulé ou bien c'est un défilé? C'est un déboulé, défilé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas les Goupapos qui ont pris les choses en main nous expliquent que la musique qu'ils utilisent, ce n'est pas de la musique à masse. Oui. C'est une autre musique. Et ce n'est pas que nous leur avons passé la main, nous le faisons ensemble, mais c'est eux qui nous guident. D'accord. Ils connaissent mieux que nous comment utiliser ces choses-là. Le départ, c'est où? Alors, le départ, c'est à la statue d'Ignace. Oui. Ensuite, statue de Solitude, d'Elgrès, Nelson Mandela. Et on arrive au monde de la mémoire. Alors, la nouveauté cette année, oui. C'est qu'il y a 177 ans que nos ancêtres ont été libérés. Oui. Donc, il y aura 177 tambours. D'abord, des tambours chants, comme on dit, qui seront au niveau des statues. Oui. Et arriver sous le monde de la mémoire, ce sont les Indiens... les Guadeloupéens d'origine indienne qui vont accueillir la marche avec les tambours indiens, les matalons.
Bien, c'est une manifestation à ne pas rater qui commence dès ce soir. On y reviendra de toute manière tout au long de la semaine, tout au long du mois de mai, puisque le mois de mai, c'est le mois de mémoire. Deuxième invité, générique, et on découvre. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Bonjour et merci d'être avec nous. J'ai dit en partance. En partance vers où? En partance pour la Côte d'Ivoire. Oui. On part ce soir, là. Donc la délégation Caraïbes, oui. Notre joli logo. Nous partons donc pour le Salon international du livre d'Abidjan, qui se déroulera du 6 au 10 mai. Donc malheureusement, comme il n'y a pas de vol direct, oui. On est obligé de partir un petit peu plus tôt. Oui, passer par Paris. On est obligé de passer par Paris et ensuite pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Nous allons poser la question quand même aux Ivoiriens, aux Africains de manière générale, à quand une ligne directe entre nos deux pays? Quand les compagnies aériennes vont se décider à le faire, oui. Ouais. On sait que la majorité, on connaît le nom de ces compagnies aériennes. C'est un commerce triangulaire par avion. Oui, oui. Effectivement, parce qu'à l'époque, on ne passait pas par Paris. Quand on était esclave là, en Afrique, il n'y a pas de passer par Paris. Tu vois, donc il y a quelque chose à faire, c'est possible. Ouais. Alors, comment ça va se passer Alors, comment ça va se passer? Donc, d'abord, tout a commencé donc, par la conception d'un logo. C'était vraiment important. Remets le logo, s'il te plaît. Oui, remettre le logo. Remets le logo, qu'on voit ça un peu. C'était vraiment important qu'on puisse créer une unité, puisqu'encore une fois, ça fait 3 ans que je vais en Côte d'Ivoire, mais avec la maison d'édition Une Voix, Une Histoire. Et là, c'était important, comme là, c'est une délégation, qu'on puisse avoir un logo qui nous ressemble et nous rassemble, qui a été conçu par la directrice de la médiathèque de la ville du Moule, Madame Laurence Amodéo, qui nous accompagne sur cette manifestation. Donc la plume avec la mer, la terre, voilà, vraiment les couleurs qui nous ressemblent. Oui. Et puis, comme dit Raymond Thorin, qui sera également sur place, il était important qu'on ne parte pas tout nu. Ouais. Dit tout nu. Donc on a eu l'accompagnement de Jacques Otto, Jacques Métran, qui a permis effectivement qu'on puisse avoir des fonds nécessaires pour pouvoir avoir des t-shirts. On les a fait faire par le bar à t-shirt. Donc voilà, le joli t-shirt que je porte. Donc il y aura Nous partons ce soir, donc il y aura une photo du groupe où tout le monde portera son joli t-shirt avant de partir. C'est Scylla. C'est le Scylla, tout à fait. Non, mais c'est Scylla. C'est Scylla, exact. C'est Scylla. Donc voilà, mais vraiment c'était la volonté vraiment, en tout cas, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp, on voit bien l'émulation qu'il y a autour de ce départ, et il était important qu'il y ait vraiment une unicité, et voilà, on l'a réussi. Il faut quand même dire, Manick, que tout est parti quand même de audiobook. Tout à fait, tout est parti des audiobooks. Faithful parlait du salon des auteurs. Oui, j'y serai. Ah, tu seras. Je rentre juste à temps. Ah, d'accord. Tu ne rates rien. Le 17, si j'arrive, je reviens le 16. Oui. Si, j'ai été contactée par la médiathèque des Abîmes et j'y serai. Et ils auront l'occasion aussi de voir le nouveau produit. Mais bon, voilà. Oui, il y aura des nouveaux produits. Alors, il y aura de nouveaux produits. On parle des invités, en gros. Des invités. Alors, 23 personnes quand même, c'est une grosse délégation. Donc Malik Duranty de la Martinique, Christophe Cantinol, Martinique, Guadeloupe, Georges Cox, Saint-Martin, Guadeloupe, Raymond Pater-Thorin, Guadeloupe, Cynthia Gokoul de la Guadeloupe. On aura également Claude Danican qui vient également avec son groupe Swing Eloquence, donc Loïc Camboulé, Fritz, voilà, Monsieur Proveneur, etc. Sébastien Matoura-Parsad. Et pour cette première participation de la région, nous aurons Monsieur Jean-Claude Nelson, vice-président de la culture, et président de la commission culture, et Madame Dominique Hubert, chargée de la mission édition et du livre.
Alors, les partenaires de cette manifestation. Alors, les partenaires, donc on a eu, et je remercie vraiment Claudie Lombion, hein, de toute façon, depuis Biobos, voilà, j'irais presque inséparable, Agrodeal qui nous a accompagnés de telle façon à ce qu'on puisse partir avec des douceurs. On a fait des bonbons doucelettes. Ah bon? Oui. Carrément. Donc, on a des sucres à coco à tête bleue, Clitoria. Oui. Je connaissais pas du tout. Ça existe, oui, ça existe. Ça existe, on peut tout faire. On a également, donc on a plein de petits bonbons, on aura des petits goodies, on aura vraiment... On a réuni beaucoup d'artisans autour de nous pour permettre que ce ne soit pas uniquement la fête du livre, mais vraiment la fête de nos territoires. Oui, de la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe qui s'exporte. Hein. C'est la Guadeloupe qui s'exporte, exactement. C'est le retour à la case départ. C'est le retour à la case départ. Alors, j'aime pas parler de retour. C'est un va-et-vient, en fait. Oui. Il n'y a pas de retour. Alors, c'est un Lévini. Voilà, c'est en Lévini. C'est vraiment le monde est en mouvement et nous ne pouvons pas rester là statiques. Oui. C'est pas possible. Notre territoire, il est ce qu'il est. On connaît ses limites et je crois qu'à un moment donné, il est important que les ponts, on puisse les passer sans se dire que c'est pas possible, ça va être difficile, etc. C'est difficile. J'ai pas de maquillage, je suis cernée, je suis fatiguée. Il y a aucun, je perds ma voix, mais il faut le faire. Oui. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Alors qu'on fait de l'audio, il ne faut pas perdre sa voix. Alors quand on fait de l'audio, il ne faut pas perdre sa voix, mais quand on est fatigué, je vous assure que là, je ne maîtrise rien du tout, rien. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, d'Antillais, de Caribéens qui vivent en Côte d'Ivoire aussi. Tout à fait, l'association des Antillais-Guyanais, donc qui a fêté ses 70 ans, il y a 2 ans de ça quand même. Hein. Il y aura quand même un hommage qui sera rendu à Ketty Liguer-Loboué, née Mathieu, qui est décédée prématurément là, au mois de mars, qui est la première éditrice de livres de Côte d'Ivoire, guadeloupéenne. J'étais en train de on était en train de travailler sur ses mémoires quand elle nous a quittés. Donc, le salon a même créé un espace à son nom, parce qu'au salon, on l'appelait maman quand elle se déplaçait. On savait qui elle était. Et c'était important. Donc là, il y aura un hommage qui lui sera rendu. Il faut savoir que Christiane Taubira sera également présente sur ce salon et que le 10 mai, elle aura un discours, puisque l'association des Antillais-Guyanais a 2 journées justement autour de la mémoire et une visite de Tia Salé qui a une stèle en hommage aux personnes mis en esclavage. Oui. Et donc tout est le discours de Madame Taubira. Et on sera également reçu par l'ambassadeur de France de Côte d'Ivoire dans sa résidence privée afin qu'il puisse... On va être bien accueillis. On va être bien accueillis, c'était important. Mais voilà, c'est une nouvelle opportunité. J'ai vraiment travaillé pour ça. Oui. Encore une fois, je ne travaille pas pour une voix, une histoire. Oui. J'ai vraiment travaillé pour... Je dis, je me souviens depuis très longtemps déjà, peut-être 2 ou 3 mois, que tu es devenu l'ambassadrice sur la Guadeloupe, finalement. Du point de vue de la littérature. Mais non, mais c'est vrai. Puisque alors, il y a la Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Alors, pas seulement. Alors, il faut déjà parler... Il y a Spotify. Oui. Alors ça aussi, ça y est, on a nos accès pour pouvoir faire basculer nos livres dessus. Donc je rappelle, Spotify, la Guadeloupe devient la première région de la Caraïbe à signer en littérature avec le géant du streaming, 630 millions d'abonnés premium qui auront accès à notre littérature. Ça, c'est le monde. Alors Francesca, qui a déjà publié 2 ou 3 ouvrages, et dont un sur la période historique actuelle. Faudrait je vous fais un audiobook avec ça. Oui, pourquoi pas. Mais oui, non, mais... oui. Il y a des choses à faire. Ah oui, non, mais je dis ça. Chaque fois que tu reçois quelqu'un qui vient, je pose la question. Non, mais c'est vrai. C'est le progrès, il faut respecter. Parce qu'il y a des gens qui lisent, mais il y a des gens qui ont la difficulté à lire et qui peuvent... Alors, c'est un faux progrès, parce que l'oralité, c'est notre histoire. C'est-à-dire que le support est nouveau, mais voilà, l'oralité, c'est nous, en fait. Ça a toujours existé, la transmission. Même d'oraliture en Guadeloupe. Voilà, tout à fait. Et donc, j'entends la notion de progrès parce que ce sont de nouveaux formats. On est sur le téléphone, etc. Mais voilà, on revient vraiment sur quelque chose qui nous ressemble. La transmission de valeurs, les morales, etc. C'était essentiellement de l'oralité et ça a fonctionné. Il y a des générations qui ont grandi avec ça et c'est important. Mais toute la transmission de la culture guadeloupéenne s'est faite à l'oral. Et l'avantage, c'est que voilà, quand on est sur un support, quand on est dans le cloud, on s'assure de ne plus disparaître. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on est vu également, on a un représentant de l'Inde qui vient spécialement en Côte d'Ivoire nous rejoindre. Non, dis pas plus.
fameux choulé. Est-ce que je peux parler de, Oui, de ceci? deux petits mots. Donc, une histoire a sorti un petit bébé grâce à des artisans guadeloupéens. Very important personalization. Normalement, il regarde, donc je le dis bien. Je peux pas vous le montrer, je peux pas vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va révolutionner encore le monde de l'audio. On en parlera quand même. Alors, avant mon retour, de toute façon, il y aura, comme ça sort pour Abidjan, spécifiquement là-bas. On aura un petit direct la semaine prochaine. On aura un direct? Oui, j'aurai une ligne téléphonique, je vous appelle, il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais vous présenter le produit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je reviens, promis, avec, puisque là on a un tirage de plus de 200, je ne dirais pas plus. Et ensuite je reviens avec spécialement pour le salon des auteurs, exactement. Et là, les gens découvriront et pourront venir voir ce qu'on fait. Et en tout cas, je remercie vraiment Very Important Personalization pour cet accompagnement, parce que vraiment, penser à un bébé, la conception et ensuite le voir sortir, parce que je l'ai reçu là aujourd'hui, c'est juste, il a accouché, quoi. Il est là. Voilà. Donc voilà. Un dernier mot, Francesca, qui est autrice. Il y a rien en préparation, parce qu'il me semblait qu'il y avait un livre qui devait sortir il y a quelque temps. Oui, mais ce qui me prend du temps, c'est que je travaille sur 2 ouvrages en même temps. Ah, d'accord. Deux ouvrages en même temps? Oui, je ne peux. Ce ne sont pas des ouvrages de la même veine, on va dire, mais il faut que j'avance sur les deux. Je ne peux pas abandonner un pour l'autre. Ce sont pas des jumeaux, alors? Non, pas du tout. Ils ne se ressemblent pas. Ils n'ont rien de commun, mais je ne peux pas en lâcher l'un pour l'autre. Alors, on ne va pas ouvrir un débat là-dessus, mais le livre... Vous savez, moi, le jour où le livre disparaîtra, je pense que je disparaîtrai aussi. Le livre ne disparaîtra pas. Le livre ne peut pas disparaître. Non, on a besoin du support papier. Bien sûr, on prend l'audio. Quand l'Internet est arrivé, on a pensé que le cinéma allait disparaître avec Netflix, etc. Le cinéma continue. La preuve, on a deux beaux films. Je ne sais pas si on les verra en Côte d'Ivoire, mais alors... Si, on est invité à aller voir Fanon en Côte d'Ivoire, oui, tout à fait. Donc, et je remercie Cynthia Gokoul qui a permis justement cette connexion. Il faut savoir que Barney vit en Côte d'Ivoire, donc il vient régulièrement sur notre stand. L'année dernière encore, on a pu le rencontrer. Donc cette année, on est invité à une projection là-bas. D'accord, ok. Non, le livre ne doit pas disparaître. Mais j'espère, parce qu'on a besoin de se toucher. Le livre a une odeur, il a un toucher. Ça, c'est pour les voyants. Oui. Et oui. Oui, mais il a une odeur, il a un toucher aussi. On a besoin de ça. C'est le contact charnel qui est important entre le livre et le lecteur. Donc, moi, je n'écoute pas. C'est vrai que je ne suis pas encore passée à l'audio pour écouter les livres audio. Quand on fasse écouter un audio. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis sûre que ça me plaira. Parce qu'il y a tout un environnement musical. Je pense bien. Et puis la voix aussi. La voix aussi, il y a tout ça. Et ça, c'est ça le succès. Et Manick, qui a monté une entreprise d'audiobook, en combien d'années maintenant ça fait? On attaque notre 5e année. Et pour la première participation au Grand Prix du livre audio, nous avons un livre finaliste et on aura les résultats en juillet. D'accord. Il faut qu'elle me fasse découvrir le livre audio. Avec plaisir. Ok. Bon, merci. Merci. À bientôt. Moi, je dis merci à ce soir. Rendez-vous ce soir à partir de 21h sur le monde de la mémoire avec Acheron, Jean-Louis, Babouche, en fait tous ceux qu'on connaît dans la musique Goka, et pour venir encourager l'association Milidé, c'est son premier Les Roses. Et ce soir, départ à 21h aussi? Ce soir, départ à 21h50. On a rendez-vous à 17h30, là, le temps de tout mettre encore dans les sacs. Et on est parti. Voilà. Merci Canal 10, merci Danick. Merci beaucoup. Tu es toujours bienvenu ici. Voilà, il est 13h57, c'est la fin du Z d'aujourd'hui. On se retrouve début de semaine, lundi, et puis on te retrouve. Oui, on fait un direct, on s'appelle, mais non, il n'y a pas de souci. Ok, allez, c'est parti. Ciao, bye bye.